Première. Radio O, première sur l'info. Édition spéciale. Bienvenue à tous. 2012, année électorale, année d'importance pour l'Outre-mer. Vous le savez, nous vous donnons rendez-vous tous les jours pour nos carnets de campagne dans notre journal Élysée 2012. Vous retrouvez aussi la campagne sur outremer-lapremière.fr avec qui nous réalisons cette émission. Et nous avons choisi ensemble d'élargir le débat en vous proposant 3 émissions consacrées à des thèmes chers à l'Outre-mer. Pour cette première, c'est sur l'emploi et le pouvoir d'achat que nous allons nous pencher à travers les propositions des différents candidats. À mes côtés, 3 économistes experts en la matière. Marc Vizy, responsable du pôle Outre-mer de Terra Nova. Nicolas Bouzou, directeur du cabinet de conseil Asters. Et Christophe Girardier, analyste en microéconomie et spécialiste des enjeux de la grande distribution. Dans ce studio également, ma consoeur Laurence Théatin, journaliste à France-O. Bonjour à tous. Laurence, vous vous êtes intéressée à l'emploi en Outre-mer. C'est un sujet qui revient sans cesse. Les chiffres ne sont pas bons et la question semble loin d'être solutionnée. Bonsoir Célia, bonsoir messieurs. À La Réunion, et la situation est à peu près semblable dans le reste de l'Outre-mer. Le taux de chômage est de quasiment 30% à un demi-point près. Mais en réalité, moins de la moitié de la population réunionnaise en âge de travailler occupe un emploi. Et ça fait 70 ans que ça dure, près d'un siècle. Valéry Giscard d'Estaing en parlait déjà en 1974 lors de son premier déplacement en Outre-mer après son élection. Force est de constater que le rattrapage, ça n'a pas fonctionné. Alors, messieurs, les Outre-mer sont-ils condamnés au chômage? Le chômage est-il un handicap structurel comme l'insularité ou l'éloignement? Marc Vizy, on va commencer par vous peut-être sur cette question. Oui, peut-être une petite rectification. 30%, c'est peut-être le chiffre de la Réunion. C'est un petit peu moins fort aux Antilles et en Guyane. On est autour de 24%, mais enfin, ça reste très élevé et très difficilement supportable. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Je crois qu'il y a des éléments structurels qui font que ça ne va pas être résolu tout de suite. On a encore des effectifs de jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui sont supérieurs à ce que l'économie peut absorber. Mais la tendance avait pu être inversée, alors assez clairement, entre 1998 et 2001, où à l'époque, le gouvernement avait mis en place la loi d'orientation pour l'Outre-mer, dont les effets avaient fait baisser le chômage de 10%, le chômage en général, et de 20% s'agissant du chômage des jeunes. Là, sur la nouvelle tendance, entre 2007 et maintenant, en novembre 2011, on a un chômage qui a augmenté de 37% et un chômage des jeunes qui a augmenté de 50%. Une fatalité pour vous, Monsieur Bouzou? Non, c'est bien évidemment pas une fatalité. Vous savez, ces problèmes d'emploi dépendent de plein de causes, en Outre-mer comme ailleurs. D'ailleurs, ça dépend de l'activité économique, c'est-à-dire la croissance, ça dépend du coût du travail, ça dépend du droit du travail, ça dépend de la formation. Il me semble qu'en Outre-mer, la question est moins une question de croissance économique, parce que quand vous regardez les chiffres, il y a de la croissance économique. Alors, pas tout le temps de la même façon, mais la croissance économique est plutôt plus forte en Outre-mer qu'elle ne l'est en métropole. D'ailleurs, il y a des créations d'emplois, vous l'avez dit. Le problème, c'est que ces créations d'emplois ne sont pas suffisantes pour absorber l'augmentation de la population active. Moi, il me semble, si vous voulez, je vois ça en tant que macroéconomiste, il me semble qu'il y a une question de formation qui est absolument clé. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'activité économique, la croissance économique moderne, elle crée de l'emploi, mais de l'emploi plutôt qualifié. Et quand vous êtes dans des bassins d'emploi dans lesquels la population souffre de déqualification, ce qui est le cas en Outre-mer pour tout un tas de raisons, parce qu'il y a beaucoup de chômage de longue durée, par exemple, et le chômage de longue durée, on sait bien que c'est un facteur de déqualification qui est extrêmement important, parce que vous avez aussi beaucoup d'illettrisme. C'est un problème qui touche beaucoup de pays développés, mais on voit bien qu'en Outre-mer, c'est une question qui est très prégnante. Et donc, on a, je dirais, une espèce d'inadéquation, comme ça, un peu structurelle, entre l'offre et la demande d'emploi. Et donc, il faut s'attaquer, bien évidemment, à ces sujets. Alors, là, je dirais que c'est pas très compliqué parce que ça fait consensus. Et puis, il faut s'attaquer sans doute à d'autres sujets. Je parlais tout à l'heure du coût du travail. C'est un peu les discussions d'ailleurs qu'on a en ce moment dans l'ensemble de la France sur la TVA sociale. Voilà, je crois aussi que ce sont des questions qui doivent être posées. Et puis, plus fondamentalement, et je m'arrête là, je crois que
ce qui est très important en Outre-mer, c'est de passer de ce qu'on appelle d'économie résidentielle, assise en grande partie sur les services publics, sur le tourisme, etc., à des économies qui soient des économies beaucoup plus compétitives. Vous parliez tout à l'heure de la Réunion. La Réunion, par exemple, qui est un exemple que je connais bien, a des atouts absolument extraordinaires, a des secteurs extraordinaires à développer. Je pense à l'agroalimentaire, par exemple. Et donc, voilà, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Mais donc, il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, et heureusement. D'accord, donc le produire en France, défendu quasiment par tous, de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. S'il est défendu par tous, c'est peut-être que c'est une bonne idée, après tout. Une bonne idée, Christophe Girardi? Probablement. Enfin, je voudrais juste revenir sur votre question. Moi, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Je suis d'accord avec Nicolas Bouzou. Et je pense que le fond du problème des départements d'outre-mer, c'est leur dépendance à la métropole. Tant qu'on considérera ces territoires comme des petits satellites complètement inféodés aux règles économiques de la métropole, eh bien, on aura ce qui se passe, c'est-à-dire pas de véritable dynamique économique, pas d'économie locale qui doit se développer pas simplement avec la métropole, mais aussi avec les pays riverains de ces États. Donc cette interdépendance, on va le voir, qui implique des problématiques de concentration, de violation des règles de l'économie de marché, évidemment implique le fait qu'il y a peu d'acteurs et donc qui en sont les premières victimes, ce sont les ultramarins, justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On convoque un référendum sur le chômage. Certainement pas. On a le droit d'avoir des idées intelligentes aussi. Là, vous faites allusion à une proposition de du Nicolas président Sarkozy, de la République, exactement. Oui. Voilà, qui propose une formation au bout de quelques mois. Et si on ne l'accepte pas, on n'a plus d'indemnisation. Non, je ne vais pas parler, pas monopoliser la parole, mais c'est bien évidemment pas la question. Je crois d'abord qu'il faut bien avoir en tête que le fait que les économies, et là je vais peut-être choquer, mais c'est pas grave, après tout on est là pour ça. Les économies ultramarines ont beaucoup vécu sur des revenus publics ces dernières années. C'est pas un problème en soi, mais aujourd'hui on est dans une situation de crise des finances publiques. Donc il va falloir trouver autre chose. C'est-à-dire qu'il va falloir passer à des économies qu'on appelle des économies productives. C'est-à-dire qu'il va falloir développer des entreprises qui vendent, qui exportent. Christophe a tout à fait raison. On vend d'abord à ses voisins. Le marché naturel de l'île de la Réunion, c'est l'Afrique du Sud et c'est le Mozambique. C'est pas la métropole. C'est là qu'il faut exporter du riz transformé. Le riz transformé en Mozambique, on consomme beaucoup de riz transformé. Il est importé de Chine. C'est pas normal. Ça doit être la Réunion qui doit leur fournir ça. Et ça, ça passe par des politiques que l'on mène d'ailleurs dans beaucoup de régions en France, mais qu'il faut développer. Il faut faire venir des fonds d'investissement, permettre aux entreprises. Il y a de l'entrepreneuriat dans ces départements, mais il faut permettre aux entreprises de grandir. Il faut coacher les dirigeants. Il faut en effet élever le niveau de formation. Enfin, pas besoin d'un référendum pour ça. Voilà. Donc, et si on fait tout ça, vous verrez, ça marchera. Ça, c'est un petit peu une référence au développement endogène. Marc Vizy, on sait que François Hollande, justement, est plutôt opposé au développement endogène outre-mer. Quelle est pour vous la solution ? On est opposé au développement endogène, effectivement, parce que le développement endogène, ou cette doctrine du développement endogène, est dévoyée pour servir de justification au démantèlement de dispositifs de soutien qui sont encore utiles. Mais naturellement, un peu comme les participants à ce débat, on considère qu'il faut créer davantage de valeur ajoutée localement, que naturellement on ne peut pas vivre que sur des transferts, c'est évident. Mais quand la doctrine du développement endogène ou de la création de davantage de valeur ajoutée locale sert à justifier qu'on démantèle les dispositifs qui aident à investir, les dispositifs qui aident à faire baisser le coût du travail, les dispositifs qui aident qui alimentent le moteur de l'économie qui est la commande publique, ça ne peut pas aller. Donc il faut certes trouver des activités à promouvoir qui créent davantage d'emplois et davantage de valeur ajoutée. Il faut certes mieux former les jeunes et quand ils sont dans des situations d'échec scolaire, les rattraper avec par exemple les dispositifs d'école de la deuxième chance qu'on a mis en place en Guadeloupe et que notre candidat veut étendre dans les autres départements. Et voilà, mais on ne peut pas brandir le développement endogène pour parallèlement tout démanteler. Ça doit être parallèle. On doit faire fonctionner les deux à la fois. Donc c'est pour ça que nous, on est plus favorable à la notion de développement solidaire qui, à la fois, cherche à développer davantage de valeur ajoutée
tout en maintenant les dispositifs naturels de solidarité qui ne sont pas exceptionnels. Quand un ultramarin bénéficie de la sécurité sociale, il a cotisé comme un habitant des Hauts-de-Seine. Donc remettre en cause, par exemple, le RSA, on nous a mis un RSA de seconde zone, c'est une remise en cause de l'égalité sociale. Le développement endogène ne doit pas justifier cela. Un mot, Christophe Girardi, oui, sur moi, cette question je ne suis pas sûr que ce soit la bonne approche. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt d'accord avec Nicolas Bouzou. Vous parlez de la Réunion, mais il faut parler des Antilles. Les Antilles, c'est l'Amérique du Sud, voire du Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je crois qu'il faut aussi parler des causes historiques de ces problématiques. Il faut savoir que la fin de l'esclavage n'a pas fait changer de main les terres et l'économie. Donc, les populations locales, il faut leur donner les moyens de reprendre la main sur l'économie. Quand vous voyez les problématiques de concentration épouvantables sur quelques groupes qui, dans le domaine de la grande consommation, possèdent les distributeurs, les grossistes, les intermédiaires, ceux qui font venir la marchandise par bateau ou autre, c'est impossible. Donc souvent, et je suis assez d'accord, c'est que souvent les populations pensent que la seule réponse, c'est l'État, alors qu'en fait, il faudrait leur donner les moyens eux-mêmes d'innover, d'investir. Alors évidemment, il faut leur laisser un peu de place. Quand, par exemple, je donne un exemple très précis, sur le foncier, quand on veut par exemple créer des commerces à la Martinique ou à la Réunion, le foncier est ou extrêmement cher, ou alors il est bloqué par des groupes qui font en sorte que certains concurrents ne puissent pas rentrer. Donc c'est ça qu'il faut changer. Donc il ne faut pas simplement décréter des lois, il faut donner les moyens à ceux qui n'ont pas aujourd'hui la main sur le foncier, sur l'économie, d'investir dans leur territoire. Élysée 2012, le débat, c'est en ce moment sur la première.fr radio et les radios premières. On parle emploi et surtout, on va parler maintenant pouvoir d'achat avec nos invités. Alors, Mayotte revient d'une crise sociale à la fin de l'année dernière, crise inspirée du grand mouvement contre la vie chère et la profitation en Guadeloupe. Alors, le mouvement, il est parti de la Guyane avec les manifestations contre les prix du carburant qui s'est transformé en grève générale en Guadeloupe le 20 janvier à l'appel du LKP, puis à la Martinique le 5 février. Ces mouvements ont abouti à des accords entre le patronat, l'État et les collectifs, aux États généraux, puis au SIOM. La ministre de l'Outre-mer a annoncé 137 mesures qu'elle dit avoir réalisées et mises en œuvre à environ 90%. Alors Christophe Girardi, je rappelle donc que vous avez fait partie de la commission distribution, formation des prix et pouvoir d'achat donc des États généraux. Vous dites que tout cela servit à absolument rien et que la situation a même empiré. Alors, oui et non. Alors, oui, la situation, elle a empiré. En tout cas, elle n'a pas changé, mais elle a plutôt empiré. Tout cela, ça ne servait à rien. Non, ça, je ne dirais pas ça. Je pense que les États généraux de l'Outre-mer, c'est une bonne initiative. D'ailleurs, moi, j'ai été assez impressionné de la mobilisation des ultramarins sur cette question. Moi, on a eu des discussions très intéressantes. On ne peut pas dire non plus que Nicolas Sarkozy n'a pas pris de mesures. Le problème, c'est qu'il en a pris certaines, pas d'autres. Et souvent, les mesures, je vais prendre un exemple, sont prises, mais elles ne sont pas suivies d'effet. Prenons par exemple une mesure qu'on nous avions proposée avec notre commission, qui était l'abaissement du seuil de notification des situations de concentration. Autrement dit, à La Réunion, des groupes, comme ce sont des petits marchés, on pouvait sans problème appliquer les chiffres, enfin les seuils qu'on appliquait pour la métropole, qui étaient évidemment trop importants. Donc, une loi a effectivement tenu ses promesses et ce seuil a été abaissé. Sauf que quand il est abaissé, il faut maintenant prendre les moyens, notamment la Haute Autorité de la Concurrence qui a fait des avis à un certain nombre de choses, mais il n'y a pas eu de suivi. C'est-à-dire qu'il faut utiliser cette règle pour empêcher ces cartels qui existent. Alors le problème, c'est que parfois, ces cartels sont tellement bien organisés qu'il n'y a pas d'alternative. Donc prenons un exemple. Quand vous avez une situation de monopole, l'Autorité de la Concurrence peut prendre des mesures. Elle peut mettre un terme quand elle considère qu'il y a un problème vis-à-vis de le pluralisme concurrentiel. Alors qu'est-ce qu'elle fait en général? Les mesures, c'est demander au dominant, celui qui exerce cette position dominante, de vendre. Mais vendre à qui? Encore faut-il qu'il y ait des gens qui achètent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là encore, il y a eu des mesures intéressantes qui ont été prises, mais elles n'ont pas été suivies d'effet, ou bien parce que les autorités administratives n'ont pas joué leur rôle, ou bien parce que les acteurs locaux qui seraient en position de nouveaux entrants n'ont pas ou bien utilisé les mesures existantes, ou bien le contexte
économique n'a pas été suffisamment favorable pour que l'alternative émerge. C'est ça le fond du problème. On voit donc, Christophe Girardier, que vous êtes plutôt sceptique sur ce bilan du SIOM. C'est aussi votre cas, Marc Visy, finalement. Est-ce qu'il a servi à quelque chose ou pas? Oui, alors la crise sociale de 2009 a eu au moins un mérite, c'est celle de mettre au grand jour des dysfonctionnements de nos économies, notamment en matière de formation des prix. Alors nous, on a joué le jeu des États généraux, parce que, tout comme M. Girardier, je trouve que c'était une bonne initiative. Il y a eu un vrai débat. On a joué pleinement le jeu. Ensuite, on a été plutôt heureusement surpris des mesures annoncées au SIOM. Alors, nous, on en a recensé 600 et non 137, parce que par un effet de passe-passe, elles sont passées de 600 à 137, ce qui fait que pour nous, le taux de réalisation est encore plus faible. Enfin, ça, c'est un débat qui peut être long. Mais c'est pas mal. Il n'y a qu'en France où on prend 137 mesures pour régler un problème. Mais 600. Mais bon, c'est encore pire. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'effet. Les oligopoles subsistent, les prix sont toujours aussi élevés. Les agences de marque qui interdisent aux petits distributeurs d'avoir accès à des fournisseurs à des prix intéressants continuent à prélever leurs dîmes. Les transports maritimes sont toujours aussi élevés. Le prix des télécommunications est aussi élevé. Le roaming, qui est quelque chose de scandaleux, et rien n'a été fait contre le roaming. Les aides à la continuité territoriale qui permettaient de baisser un petit peu les prix pour les gens qui voulaient voyager vers l'Hexagone ont été recentralisées et sont finalement beaucoup moins intéressantes qu'auparavant. Les tarifs bancaires sont toujours aussi élevés, les modalités de calcul du prix du carburant sont toujours aussi opaques. Et comme le disait M. Girardier, aucun moyen de contrôle concret, aucun moyen de vérification que les mesures qui avaient été prises par le SIOM n'a été mis en place. Donc en fait, on a eu des effets d'annonce, des mesures plutôt intelligentes qui ont été annoncées, mais qui n'ont pas été mises en application. Le résultat, c'est que nous sommes toujours dans la même situation au détriment des consommateurs ultramarins. Et Laurence, vous n'êtes pas d'accord avec Marc Visy sur le prix des carburants? Non, alors pour le prix des carburants, je pense que là, il y a eu une analyse très intéressante d'ailleurs de la Haute Autorité sur ces problématiques-là, la Haute Autorité de la concurrence, née de la loi de modération de l'économie, qui a préconisé des mesures qui ont été annoncées. Il y a une loi qui a été votée où on a changé notamment le contrôle des prix, qui était en fait une mesure qui a fait en fait augmenter les rentes de situation. L'état précédent, en fait, l'État, le préfet pouvait fixer des prix planchers qui sont devenus des prix minimums pour les acteurs. Et alors les marges ont explosé. Donc là, il y a eu une loi qui a été prise pour justement fixer ces prix, mais en tenant compte d'un prix moyen de marché avant tout ce jeu des intermédiaires en Outre-mer, qui fait que alors c'est très récent, c'est moins un an et demi. Non, oui. Il faut regarder ce qui se passe, mais globalement, techniquement, en tant qu'analyste, si ces mesures, si les préfets respectent bien cette nouvelle loi, on devrait voir baisser les marges énormes et on devrait voir au moins pas d'augmentation des prix des carburants, au moins une modération. Ça, on ne peut pas dire que ça n'a pas été... Pour l'instant, nous n'avons eu que des augmentations. Alors, on peut les expliquer par l'augmentation du prix du pétrole. Alors, elles sont plus fréquentes et moins fortes à la fois, ce qui fait le consommateur est un peu mitridatisé. On ne peut pas trop s'étendre sur le prix de l'essence, même si c'est ça qui avait mis effectivement le feu aux poudres au moment des crises sociales, notamment en Guyane. Ce qui est intéressant de savoir, finalement, Nicolas Beauzou, est-ce que ça veut dire que à l'arrivée, c'est toujours le consommateur qui trinque et c'est finalement toujours le consommateur ultramarin qui est victime de la situation. Vous savez, vous dites, et bien évidemment, c'est la vérité que c'est l'augmentation des prix qui a mis le feu aux poudres. Oui, ça a été le déclencheur, mais le fond du problème, c'est pas ça. Le fond du problème, c'est en effet un problème de pouvoir d'achat et donc de perspective économique. Parce que, pardon de rappeler une évidence, mais le pouvoir d'achat, fondamentalement, il naît de l'activité économique. C'est un symptôme, si vous voulez, une composante de l'activité économique. Et en réalité, c'est lié à deux choses. Pouvoir d'achat, c'est d'un côté les revenus et de l'autre côté les prix. Donc du côté des prix, il y a bien évidemment un problème de concurrence, on est tous d'accord pour le dire, là, les marchés ne sont pas assez concurrentiels, c'est vrai. Bon, mais ça a été identifié. Mais attendez, vous avez aussi un problème de revenus. Et là, c'est là où c'est compliqué, parce que ça ne se règle pas facilement. Parce que tant que vous êtes en situation de sous-emploi, les revenus sont tirés vers le bas. Tant que vous n'avez pas suffisamment de croissance économique ou que vous n'êtes pas en capacité d'exporter vers les marchés qui, en effet, peuvent être le Mozambique ou le Venezuela, si vous êtes aux Antilles. Vous n'avez pas de tension forte sur les salaires. Puis, il y a un autre sujet que j'aimerais mettre sur la table, alors là, qui est le sujet complètement tabou. Enfin, qui est tabou, auprès des élus locaux quand je vais sur place, parce qu'en réalité, auprès des populations qui ont plus de bon sens souvent que les élus locaux, c'est très bien compris, c'est la question de l'octroi de mer.
on n'est pas obligé de financer les collectivités locales par un impôt imbécile qui n'a plus aucun sens et qui pèse sur les prix. Justification officielle au-delà du fait que ça rapporte de l'argent, mais ça il faut bien évidemment un impôt qui rapporte, on est évidemment tous d'accord là-dessus. Mais l'octroi de mer, ça ne fait que pénaliser le pouvoir d'achat. Ça ne fait que ça. On me dit, ça protège les productions locales. Alors déjà, si les droits de douane protégeaient les productions locales de façon durable, ce serait formidable. Ça fait 3 siècles qu'on a abandonné cette idée, mais en plus, c'est même pas le cas, puisque l'octroi de mer s'applique parfois à des produits qui ne sont pas fabriqués sur place. Et donc je crois qu'il faut aussi avoir le courage de mettre ce problème sur la table. Alors évidemment, c'est profond, hein, mais et il faut avoir le courage de se dire, peut-être qu'une partie de la fiscalité ultramarine doit être remise à plat et on pourrait peut-être inventer d'autres types de taxes à taux modéré, mais à assiette extrêmement large, et puis à assiette beaucoup plus saine. Je lance une idée, mais vous pourriez par exemple avoir une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises qui viennent se substituer à l'octroi de mer, qui génère plein de distorsions et qui économiquement est, à mon avis, c'est mon analyse, alors je peux me tromper, mais qui, me semble-t-il, est très nocif. Marc Visi, François Hollande, pour ou contre l'octroi de mer ? Pour l'instant, en l'absence d'autres solutions, nous ne pouvons que maintenir l'octroi de mer pour financer les collectivités locales. Cela dit, je reconnais que l'octroi de mer a un effet sur les prix qui est un peu tempéré par des taux de TVA qui sont inférieurs à ceux de la métropole. Juste. Maintenant, ça fait très longtemps qu'on a cette source de revenus pour les collectivités locales, des collectivités locales qui, du fait que le pays est moins riche, ont moins de matière fiscale sur les impôts traditionnels et qui depuis longtemps joue une espèce de rôle, une espèce de rôle de tampon vis-à-vis de l'emploi en employant beaucoup de salariés pour essayer de contenir le chômage. Donc on a une vraie problématique. Malsain, on est d'accord quand même sur les. C'est un tampon, mais qui ne peut pas durer indéfiniment. Oui, qui dure tant que la situation de l'emploi est telle qu'elle est. Donc pour l'instant, on n'a pas d'autre solution que l'octroi de mer, mais si effectivement on trouve des impôts nouveaux et plus intelligents, on est preneur. Je voulais revenir sur un point qui a été évoqué, c'est celui qui me semble un petit peu quand même une illusion des exportations vers les pays de l'environnement. Autant je rejoins M. Girardier par exemple quand il explique que pour abaisser les prix, il serait intéressant de faire venir des produits de l'environnement régional, notamment des États-Unis pour ce qui concerne les Antilles. Autant je trouve un peu illusoire de croire, en tout cas à moyen terme, de croire qu'on va pouvoir exporter à la Dominique ou à Sainte-Lucie, des pays qui ont des revenus extrêmement faibles, qui produisent les mêmes choses que nous à des coûts inférieurs. Ça me paraît quand même très exagéré comme espoir. Bien entendu, il faut essayer d'exploiter toutes les niches. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller. Mais dans l'immédiat, nos marchés naturels sont plutôt les marchés à haut revenu qui peuvent nous acheter notre banane, notre rhum ou nos services. Oui, mais justement sur les marchés à haut revenu, je vais prendre un exemple qui est évidemment très connu en Outre-mer, mais qui est celui du tourisme. Ah oui. Oui, ce sont des exportations, en réalité des exportations de services, mais ce sont des exportations. Je pense que dans les Antilles, notamment, on a malheureusement un peu loupé ce marché. Je pense qu'il aurait fallu investir davantage dans les infrastructures, notamment l'infrastructure hôtelière, parce que vous avez une demande haut de gamme qui correspond à ça. Vous avez une vraie demande. Je vous donne un exemple très précis. À mon avis, en Martinique, vous n'avez pas suffisamment d'hôtels 5 étoiles. Alors évidemment, oui, mais ça, c'est pas pour les marchés locaux. C'est pas pour les gens de la Dominique. Non, mais ça peut être l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord. Nous, par exemple, en Guadeloupe, on a rénové un club méditerranéen et il est occupé pratiquement que par des Scandinaves qu'on a réussi à faire venir avec des vols et donc des gens à fort revenu. Le tourisme, justement, ça peut être, Marc Visi, une source de revenus pour l'outre-mer, notamment le Pacifique, le tourisme de croisière. Christophe Girardier, ça peut vous sembler pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, même si on sait que le tourisme est en crise, une solution? C'est la porte ouverte, ça. On peut dire ça. Moi, je voudrais revenir sur. Donc d'abord, tout à fait d'accord avec Nicolas Bouzou. L'octroi de mer est un impôt stupide. Hein. D'ailleurs, la haute autorité l'a dit et la plupart des acteurs le savent. Bon. Mais par contre, si je suis d'accord avec Nicolas sur le fait qu'il ne faut pas parler que des problématiques de vie chère, il faut aussi parler de la dynamique économique. C'est ça qui fait que les gens ont du pouvoir d'achat. Mais il faut quand même, là je rejoins ce que vous disiez, oui, le consommateur trinque toujours. Aux Antilles, en Guyane et à La Réunion. Pourquoi ? Parce que les mécanismes d'insuffisance concurrentielle sont toujours là. Hein. Est-ce que c'est vrai aussi pour les territoires du Pacifique ou c'est un petit peu moins vrai justement ? C'est un petit peu moins vrai. Ce qui est vrai, c'est si vous regardez Guyane, Réunion, Antilles,
la problématique est toujours la même. Il y a une hyper concentration des acteurs de la distribution, notamment pour les produits alimentaires. La dernière étude de l'INSEE, qui vient des États-Unis d'outre-mer, parce que l'INSEE ne faisait pas grand-chose en outre-mer, là on peut quand même souligner ça. L'INSEE a sorti une excellente étude en 2010 qui compare les prix sur des paniers comparables entre l'outre-mer et la métropole. Ça va de 40 à 60% de plus. Et c'est pas alors l'octroi de mer aggrave les choses, mais c'est pas simplement l'éloignement ou la petitesse des marchés. C'est quoi la réalité? C'est toujours les mêmes acteurs qui possèdent tout le circuit de la distribution, notamment des produits alimentaires, ce qui impose des règles invraisemblables, avec en plus un modèle économique basé sur les très grandes surfaces. Je crois que plutôt que de faire un impôt, l'octroi de mer devrait être remplacé par un impôt sur les très grandes surfaces. Là où vous avez des petits marchés, il faut multiplier les nouveaux entrants, mettre un terme à ces cartels qui existent toujours. Alors il y a des solutions à ça. Il y a des solutions. Il faut interdire que le foncier soit monopolisé par les mêmes acteurs qui empêchent les nouveaux entrants de venir. Et il faut inventer un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle économique basé sur des commerces de proximité. On peut faire de très bonnes offres avec 1000 mètres carrés ou 2000 mètres carrés. Et certainement, évidemment, quand on prend le modèle de 15 000 ou 20 000 mètres carrés hypermarché, qui est le modèle concentrateur par excellence, alors évidemment, on multiplie les handicaps pour les ultramarins. Donc oui, c'est eux qui trinquent. Ça passe très vite, messieurs. Désolé, monsieur Gibier. On est pris par le temps. Donc je vais juste vous demander à chacun un petit tour de table, un mot de conclusion sur ce débat. Il est loin d'être clos, bien évidemment. Mais qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour l'outre-mer, finalement, pour sortir de cette situation de crise? En quelques mots, une mesure chacun. Monsieur Bouzou. Non, ce sera une remarque, mais d'ordre beaucoup plus général. Je pense que, et je dis pas ça pour vous faire plaisir, mais vraiment, c'est vraiment une idée que je défends. C'est extraordinaire pour la France d'avoir les départements d'outre-mer. Pourquoi? Parce que la croissance économique dans le monde aujourd'hui, elle est dans les pays émergents. Et la plupart des départements ultramarins sont proches des pays émergents et ça nous met proche de la dynamique économique mondiale. Et ça, il faut en profiter, c'est une sacrée chance. Christophe Girardier. Alors, 2 mesures. Je vais me lancer. La première mesure, c'est, en ce qui concerne la nouvelle loi de modération de l'économie, mettre un terme au contrôle des commissions départementales d'équipement commercial, on appelle ça les CDAC, qui donnent leur avis pour implanter un nouveau point de vente. Donc il faut mettre un terme à ça. Et la deuxième mesure, créer des clubs d'entrepreneurs ultramarins à qui on va donner de vraies conditions et de vrais moyens pour investir dans leur propre territoire, pour créer des alternatives, investir pour exporter dans leur pays riverains et également en métropole, mais créer une vraie économie innovante. Et pour terminer, vite, moi je pense qu'il faut tenir compte du fait que les outre-mer sont pluriels. Il n'y a pas 2 outre-mer qui se ressemblent maintenant, il n'y a pas 2 statuts pareils. Donc un contrat avec chaque collectivité défini avec les élus pour prévoir des mesures adaptées à chaque cas. À chaque territoire, chaque département et chaque territoire d'outre-mer. Deuxième mesure, quand même, là, ça va peut-être faire bondir mes contradicteurs, mais un volant suffisant d'emplois aidés, parce qu'on ne va pas créer des millions d'emplois, des milliers d'emplois du jour au lendemain. Donc il faut que tous ces jeunes qui sont dans la rue, on puisse leur offrir une solution. Et je rappelle qu'en 10 ans, les crédits pour les emplois aidés outre-mer sont passés de 500 millions à 50 millions. Merci messieurs, merci à Laurence. On se retrouve dans un mois pour un nouveau débat. On s'intéressera à la jeunesse outre-mer et vous verrez là encore, il y a beaucoup à dire. Merci à tous et à très bientôt.